Des chemins bordés d'aubépines ou de charmes, des vergers et des prairies grasses enfermées dans le bocage, de vieilles fermes paisibles isolées dans un vallon, des images bucoliques qui pourraient faire croire que le pays de Herve s'est miraculeusement tenu à l'écart de l'histoire. La tour romane de l'église de Herve démontre le contraire. C'est ce qui reste d'un château construit au XIIIe siècle pour défendre la ville, reconnue libre par le duc de Limbourg. Située à la frontière du duché de Limbourg et de la principauté de Liège, Herve a subi au cours des siècles les caprices des grands. Elle est passée de main en main. Elle a été occupée, incendiée, pillée par de glorieuses armées. Le calme et la prospérité reviennent pourtant au XVIIIe siècle. Marie-Thérèse crée à Herve un collège thérésien qui est toujours bien vivant. Elle met aussi en place à Herve de nombreux services administratifs. Et puis son fils, Joseph II, installera le premier tribunal de la province. La presse locale, d'une importance exceptionnelle pour une petite ville, adresse des louanges à toutes les réformes. Les bourgeois profitent de la paix retrouvée et construisent des maisons confortables. Certaines ont été heureusement conservées. Elles donnent à Herve son caractère spécifique. L'ancien couvent des Sœurs Récollectines, où nous avons planté notre décor, date lui aussi du XVIIIe siècle. À l'austérité conventuelle, on ne peut s'empêcher de préférer le charme d'une petite cour, enfermant un jardinet où le temps semble à jamais suspendu. Les Récollectines souffrent, comme toute la ville, de la révolution brabançonne. Les Autrichiens sont chassés, mais ils reviennent aussitôt. Les Français les délogent en 1792, mais les Autrichiens, coriaces, les obligent à leur rendre la place. Pas pour longtemps, les citoyens français reviennent en force et s'installent définitivement. La République française, une et indivisible, interdit l'usage des cloches et le port des costumes religieux, brise les statues et transforme le collège en caserne et en hôpital. Bref, Herve n'est plus Herve. Les mêlées de Herve avec les armées sont loin d'être terminées. Napoléon ayant pratiqué une conscription insupportable, les Herviens accueillent avec soulagement, ils ont tort, les armées alliées. Les Russes, les Prussiens, les Anglo-Hanovriens, tout ça c'est du pareil au même. Les Hollandais qui les suivent ne valent pas mieux. Seule l'indépendance pourrait donner la paix. Les Herviens participent donc à la révolution de 1830. Ils y gagneront un répit de 84 ans. Herve, hélas, est toujours sur le chemin des invasions. Et le 4 août 1914, premier jour de la guerre, à 10h30 du matin déjà, 4 Uhlans se pointent sur les hauteurs de la ville. Le 8, ils y mettent le feu. L'hôtel de ville et 300 maisons seront détruites. Pour parfaire le travail, ils pillent les maisons intactes et fusillent 25 personnes. Chat échaudé craint l'eau froide,
Aussi, le 10 mai 1940, dès le matin, 90% des Herviens quittent leur ville. Et pourtant, à quelques kilomètres du centre, un nouveau fort a été construit, à Bâtisse, à cheval sur la route de Liège à Aix-la-Chapelle. Impossible de trouver meilleure position stratégique. Le massif central, ceinturé en partie par un fossé, s'étend sur 13 hectares et demi. 2 coupoles sont équipées chacune de 2 canons jumelés de 120 mm dont la portée est limitée à 16 km. 3 autres, éclipsables, ainsi que les différents accès, se contentent de canons moins puissants. Commencé en 1934, cet ouvrage, titanesque pour l'époque, va enfoncer ses kilomètres de galeries à 30 mètres de profondeur dans une craie humide résistant à tous les projectiles. Ces galeries relient les postes de commandement, le dépôt de munitions, la salle des machines, le central téléphonique. Dans la caserne souterraine, la décoration tente de faire oublier à ses occupants le confinement auquel ils sont soumis. Le fort de Bâtisse va tenir vaillamment pendant 12 jours, harcelant les divisions allemandes qui déferlent. Le 21 mai, des vagues successives de Stuka déversent des dizaines de torpilles aériennes et causent des dégâts irréparables. Le lendemain, avant de se livrer, la garnison détruit systématiquement ses armes et son matériel. Les Allemands rendront aux survivants les honneurs de la guerre, compensation dérisoire pour tant d'hommes morts au combat ou en captivité.